Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public et en direct, et malheureusement à travers l'Internet, dans l'espoir que d'ici le 14 juillet, nous pourrons nous retrouver autour d'un micro, tous ensemble dans un studio. Mais pour le moment, c'est donc via Zoom que nous allons enregistrer cette émission. Vos questions, vos interventions, vos remarques, vos objections seront les bienvenues à la fin de cette émission. Nous tâcherons d'y répondre, mais pour le moment, nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé Masculin-féminin, 50 nuances de genre, point d'interrogation. Et ce numéro est ainsi chapeauté: refus des étiquettes, refus des héritages dévolus à chaque sexe, refus d'un binarisme qui ne saurait prendre en compte la diversité du nuancier de genre sur lequel chacun viendrait s'inscrire. Porté par les transgenres et ceux qui se revendiquent non-binaires, 22% des jeunes âgés de 18 à 30 ans selon un sondage IFOP, cette révolution du genre ne se limite pas à ces figures androgynes, elle touche par ricochet l'ensemble d'une société dont elle bouscule les carcans et les présupposés. Ce numéro du 1 se penche sur les origines et les implications de cette remise en question. Nous poursuivons nos suppléments, nos badas sur le monde de la culture, ses acteurs et ses artisans, et nous avons mis en ligne mercredi un entretien avec Noé Debré, principal scénariste de la série Parlement, dont le succès, auquel a contribué Jean-Louis Bourlange, comme vous l'apprendrez en écoutant ce bada, dont le succès a convaincu France Télévisions de mettre en chantier une deuxième saison. Scénariste pour Jacques Audiard, Michel Hazanavicius, Yvan Attal, Fred Grivois ou Thomas Bidguin, comment Noé Debré a-t-il appris son métier? Comment travaille-t-il avec des cinéastes aussi différents? Le scénariste d'une Palme d'Or déroge-t-il en écrivant pour le petit écran? Comment est née l'idée de Parlement? Pourquoi Canal+ y a-t-il renoncé? Comment la série a-t-elle été reçue au Parlement par les différentes délégations nationales et dans les pays où elle a été diffusée? Vous trouvez toutes les réponses à ces questions dans notre bada avec Noé Debré. Intéressons-nous maintenant à notre premier sujet national, la question de la Convention sur le climat et de ce à quoi elle a ou n'a pas servi. Le projet de loi Climat et résilience a été présenté le 10 février en Conseil des ministres. Selon le gouvernement, ce texte reprend près de la moitié des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, destinées à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030 par rapport à 1990. La Convention citoyenne pour le climat, composée de 150 citoyens tirés au sort parmi les Français, a été constituée en octobre 2019 par le Conseil économique, social et environnemental à la demande du gouvernement. Elle est censée représenter une France en miniature. Parmi les diverses mesures prévues par le projet de loi figure notamment pour les produits et services commercialisés en France une obligation d'affichage de leurs caractéristiques environnementales, l'objectif de consacrer 20% de la surface de vente des commerces de plus de 400 mètres carrés au vrac à partir de 2030, l'extension en 2025 à la restauration collective privée de l'obligation d'utiliser 50% de produits durables et 20% de bio, une trajectoire de réduction des émissions dues aux engrais agricoles azotés. Le texte interdit en outre la publicité en faveur des énergies fossiles et attribue au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de promouvoir des codes de bonne conduite visant à réduire efficacement les communications commerciales audiovisuelles relatives à des produits ayant un impact négatif sur l'environnement. Il crée également un délit général de pollution de l'eau et de l'air qualifié d'écocide lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle. Réunie pour la dernière fois en visioconférence du 26 au 28 février dernier, la Convention citoyenne a été appelée à voter sur une échelle de 0 à 10 sur la prise en compte de 47 objectifs et de 6 grands thèmes sur lesquels
Elle a travaillé puis à répondre, toujours par notation, par vote, à 4 questions plus générales tirant le bilan de l'exercice. La thématique se loger a obtenu une note moyenne de 3,4 sur 10, produire et travailler, se nourrir et se déplacer de 3,7, consommer 4 et les propositions sur la gouvernance 4,1. S'agissant de leur appréciation de la prise en compte par le gouvernement de leurs propositions, la note est sévère, 3,3 sur 10. À l'interrogation dans quelle mesure les décisions du gouvernement relatives aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat permettent-elles de s'approcher de l'objectif fixé par le président de la République, les conventionnels ont accordé un 2,5. Le projet de loi climat et résilience sera débattu à l'Assemblée à partir du 29 mars pendant 3 semaines. De nombreux amendements sont attendus. Le gouvernement souhaite l'adoption définitive de ce texte fin septembre. Sur cette question, Richard Verly. Eh bien, Philippe, ça ne vous étonnera pas si je suis plutôt positif et favorable à cet exercice de la Convention citoyenne sur le climat, maintenant qu'on commence à avoir du recul. C'est vrai que ces notes sont extrêmement sévères. Il est vrai aussi, m'a-t-on dit, qu'un certain nombre de citoyens tirés au sort qui s'étaient, par exemple, prononcés pour le référendum écologique qu'Emmanuel Macron a proposé, eh bien, aujourd'hui, il note mal le gouvernement sur ce point. Donc, il y a quand même des contradictions qu'il faudrait pointer dans les différences entre le moment de la délibération, c'est-à-dire il y a quelques mois, et le moment du vote, il y a quelques jours. Mais au-delà de ça, d'abord, cette démocratie présentée comme participative, elle a eu un avantage, c'est de ramener à nouveau la question écologique sur le devant de la scène. Cela va être le cas lors de son examen par le Parlement. Et de ce point de vue, je dirais, il y a une force maintenant de la proposition qui a été amenée par des citoyens et j'imagine que le gouvernement, lors du débat parlementaire, se fera fort de défendre ce point. Donc ça, c'est déjà positif. Ensuite, il y a l'autre élément qui a consisté à écouter, à structurer ce dialogue. Alors là, personnellement, j'avoue que j'ai une petite dissonance. Je trouve que le rôle des garants de cette Convention citoyenne pour le climat n'a pas vraiment été respecté. Les garants auraient dû finalement se tenir relativement à l'écart des débats pour s'assurer qu'ils se sont bien déroulés, que chacun puisse prendre la parole, etc., etc. On a quand même vu que les garants se sont positionnés énormément en faveur des thèses des citoyens tirés au sort. Et là, je pense que s'il y avait d'autres conventions citoyennes dans le futur, on peut s'interroger sur le rôle de ces garants. Je rappelle que cette convention citoyenne procède du grand débat national qui avait été lancé par Emmanuel Macron après la crise des Gilets jaunes, donc dans le premier semestre 2019, et que lors de ce grand débat national avait émergé l'idée de garant. L'un d'entre eux était le politologue Pascal Perrineau, qui était là au fond pour organiser, récolter, s'assurer que la parole puisse s'exprimer. Pourquoi je me prononce ainsi? Évidemment, c'est avec en arrière-plan la démocratie directe helvétique. Il se trouve qu'on parle aujourd'hui, alors qu'a lieu une journée de votation en Suisse. L'un des textes soumis au vote populaire, c'est l'interdiction du voile intégral de la burqa qui existe en France depuis 2010. On va sûrement lire pas mal d'articles sur le sujet dans les heures qui viennent. Eh bien, cette démocratie participative, évidemment, elle n'est pas un chemin direct vers la démocratie directe, mais elle peut permettre quand même à la population de se sentir davantage impliquée. Toute la question est de savoir est-ce que cela va rester un exercice isolé. Si c'est le cas, alors ça n'aura pas servi à grand-chose. Et deuxièmement, comment la rendre plus pertinente? Et on pourrait, par exemple, s'interroger sur la manière de tirer au sort les citoyens. Je crois que dans le cas de la Convention citoyenne pour le climat, ils n'étaient pas obligés de participer. Or, peut-être qu'il faudrait cette forme d'obligation. Enfin, je voudrais juste rappeler, je le fais souvent dans mes articles et j'ai posé cette semaine la question à Marc Fesneau, le ministre français des Relations avec le Parlement. La démocratie directe, c'est un souhait des Français. Elle est exprimée à chaque sondage. Les Français veulent être participés, ils veulent s'impliquer davantage. Donc, tout ce qui peut concourir à cela me paraît une bonne nouvelle. La réponse de Marc Fesneau, cela ne vous étonnera pas, c'était de dire que la France n'est pas encore au point pour la démocratie directe. Mon cher Richard, sans avoir la moindre cruauté dans mon intention, mais le léger lapsus que vous venez de commettre en disant les Français veulent être participer me paraît une des analyses politiques les plus justes et les plus concises qu'on puisse faire de notre situation au regard du régime démocratique. Béatrice Gibelin.
Oui, moi je pense que c'est déjà quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quand même la première fois qu'un projet de loi est inspiré des travaux de la Convention citoyenne. Non pas simplement parce qu'il y a eu Convention citoyenne, parce qu'on aurait sans doute eu un projet de loi là aussi sur cette question, mais c'est quand même dans le débat aujourd'hui le la position prise par les 150 citoyens tirés au sort va peser dans le débat au Parlement, c'est absolument indéniable. Alors, ce qui est, à mon avis, aussi à peu près évident, c'est que les 150 ne pouvaient être que déçus de la façon dont le Parlement ou le gouvernement prend en compte leurs avis. Ils ont beaucoup travaillé, ils sont beaucoup investis, et donc ils avaient sans doute la conviction, tout au moins pour une majorité d'entre eux, qu'ils avaient très bien fait le travail et que, comme le président avait dit, que tout cela partirait sans filtre au Parlement, le fait que ce ne soit pas exactement le cas les déçoit. C'est sans doute une erreur du président de la République d'avoir dit que tout ça partirait sans filtre au Parlement. Dans les garants, puisque Richard les a évoqués, on avait quand même un des deux garants, qui est Cyril Dion, qui est quand même un militant très, très investi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce n'était pas du tout le cas de Pascal Perrineau quand il avait été choisi dans le cas du débat sur les Gilets jaunes. Donc le choix des garants est, à mon avis, là aussi extrêmement important. Si on veut qu'ils gardent leur place de garant, alors à ce moment-là, il faut éviter de mettre un militant qui est suffisamment engagé pour quand même faire pression en sortant une pétition de plus de 500 000, je crois, signataires, en disant on est en train de détricoter tout le travail de la Convention citoyenne. Donc là, moi, j'y vois un biais extrêmement important. Alors maintenant, au fond, ces 150 citoyens, on sait que pour qu'un sondage ait un peu de valeur, il faut qu'il y ait au moins 1000 participants. Donc ces 150, quand on dit que c'est une France en miniature, je pense qu'on exagère un peu. On a pris des critères, bien sûr, on ne va pas revenir dessus, mais ça me semble un peu aller vite de dire qu'on a une France en miniature avec 150 personnes. Pour moi, c'est un premier essai de démocratie participative. Donc, il est normal qu'il n'ait pas été parfait. C'est une expérience qu'il faudra sans doute renouveler. Il faudra tirer les leçons de ce qui a été bien et de ce qui a été raté. Pour ma part, moi, je vois un gros défaut. C'est-à-dire que j'ai regardé tous les qualificatifs des personnalités qui avaient été conviées pour s'exprimer. Je ne parle pas simplement des guides, qui sont les 14 personnes qui, investies, très compétentes, les ont accompagnés. Non, je parle des gens qu'ils ont auditionnés. Et là, je trouve qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire. La proportion de gens qui n'étaient pas sur les positions de la défense de la lutte contre le changement climatique a été très faible. Et on n'a pas eu de contre-argumentaire. Et donc, pour beaucoup de sujets, parce que c'était extrêmement large ce qu'ils avaient à prendre en compte, ils ont sûrement beaucoup travaillé, c'est évident, mais on n'a pas eu le temps véritablement d'entendre les points de vue opposés. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner que quand tout ça est sorti, ben, il y a eu un réveil évidemment d'un certain nombre de chefs d'entreprise. Alors on a dit les lobbies ne respectent pas les citoyens, mais les 650 citoyens auraient dû passer un peu de temps à écouter d'autres avis que ceux qui allaient toujours dans le même sens. Ça me semble l'une des premières, un gros défaut. Et la deuxième, je pense que cette notation donnée sur ce dernier week-end de février était-elle bien nécessaire, parce qu'on se rend bien compte qu'elle était quand même un peu faussée. Vous avez 14 membres de ces 150 choisis qui ont donné 0 systématiquement à tout. Je pense que ceci contribue quand même un peu à disqualifier ce qui s'est passé. Jean-Louis Bourlange. Écoutez, moi, je suis vraiment très, très mal à l'aise dans ce double exercice vis-à-vis de la Convention citoyenne d'un côté et vis-à-vis du projet de loi qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Alors, je ne rentre absolument pas dans les considérations qui sont celles de Richard, et je trouve que vraiment il faut limiter quand même
Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour la Confédération helvétique. Je vois tout à fait l'intérêt d'un référendum sur la burqa. Je vois tout à fait l'intérêt d'un référendum sur l'interdiction ou non des minarets. Tout ça me paraît très bien. Mais Richard, quand il s'est agi, par exemple, de faire un référendum limitant, même interdisant la liberté des mouvements de, de travailleurs dans la Confédération helvétique, le vote a été très clair des citoyens. Il était contraire aux engagements pris par la Confédération helvétique vis-à-vis de l'Union européenne. Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez mis sous le tapis. Alors, dès lors qu'un débat devient complexe, qui pose un problème national ou intersectoriel qu'on ne peut pas maîtriser, ça devient quelque chose qui ne marche pas. Moi, cette affaire me paraît très, très critiquable. Quel est le statut des membres de la Convention citoyenne? Ils se définissent par un ni-ni. Ils ne sont ni élus ni experts. Je pense qu'il y a des experts dans la vie et il y a des élus. C'est la rencontre entre les deux qui peut produire quelque chose. Là, on a des gens de bonne volonté, je n'en disconviens pas, et qui ont certainement investi pendant quelques mois intellectuellement sur ces questions et qui se sont estimés, non sans raison, beaucoup plus savants à l'issue du processus qu'au début. Mais en réalité, ils ont été utilisés dans un processus qui consistait qui répondait aux vœux de la technocratie de contourner, comme toujours, le pouvoir parlementaire. Et ne me dites pas que ça a permis de mettre le climat au centre des préoccupations. Vous auriez fait une commission parlementaire spéciale qui, pendant un an, aurait fait toutes les consultations qui ont été faites par nos élus tirés au sort, qu'on aurait eu exactement la même focalisation. On a simplement déplacé le point de focalisation vers des non-élus. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Béatrice à l'instant. La manipulation a été évidente. On n'a pas eu un vrai débat, non pas sur l'écologie et le non-réchauffement climatique, parce que de toute manière, ça relève de la langue de coton. Vous savez ce que c'est que la langue de coton par rapport à la langue de bois? La langue de bois, c'est une invention des trotskistes pour critiquer à juste titre la façon dont les staliniens enfermaient la réalité dans des concepts qui la détruisaient, déréalisant, comme on dit parfois. La langue de coton, c'est tout à fait autre chose. C'est un énoncé, c'est une langue qui suppose des énoncés tels qu'on ne peut pas soutenir l'énoncé inverse. La langue de coton, c'est d'être contre le réchauffement climatique, d'être pour la paix, d'être pour l'emploi et pour la démocratie. J'attends de voir se lever dans la salle quelqu'un qui soutienne la proposition inverse. Mais au-delà de la langue de coton, il y avait tout un débat qui était à mener sur les voies et moyens, et ce débat n'a pas été entendu. Le mode de la Convention citoyenne, ça fonctionne comme un jury d'assises, mais qui n'aurait entendu que le réquisitoire et pas l'avocat de la défense, et ça donne effectivement un résultat très particulier. Alors, les critiques sur le mode, elles sont assez précises. D'abord, et c'est là où je suis vraiment critique de ce qu'a dit Richard, je crois que ce qu'on appelle la démocratie participative, ça ne se heurte pas au retard, comme vous suggérez que Marc Fesneau l'ait dit, au retard de la société française. Ça repose sur une idée fausse, c'est-à-dire que le problème politique est un problème qui se pose en termes de oui ou de non, en termes manichéens, en termes référendaires, alors que nous sommes dans des sociétés éminemment complexes où les solutions supposent effectivement tout un ajustement entre des exigences contradictoires, des possibilités différentes, des frustrations à assumer, et que ça repose donc sur la délibération, sur l'amendement, sur la modification des textes et sur l'effort pour concilier, alors que le référendum, si tant est que la démocratie participative, comme le suggérait Richard, aboutit à un référendum, c'est une réponse par oui ou par non, c'est donc une réponse simplificatrice et moralisatrice et diviseuse. Et la dernière chose qui me paraît très critiquable dans tout ça, c'est le côté spécialisé. Un problème politique, c'est un problème global. Vous ne pouvez pas aborder la question de l'environnement si vous n'abordez pas en même temps
et les Gilets jaunes l'ont montré, la question de la justice sociale. La plupart des mesures qu'on prend ont, en matière de lutte contre le réchauffement climatique ou pour la préservation de l'environnement, ont une incidence sur la contre-distributive, une incidence sociale extrêmement forte. Si vous ne traitez pas ça en profondeur, et on voit bien comment ils ont fait dans la Convention, quand ils ont senti que c'était un peu sulfureux, par exemple la taxe carbone, ils ont dit on ne la prend pas. C'était la pire des attitudes. Il fallait prendre la taxe carbone et voir comment on pouvait, par une politique sociale, il y a des tas de méthodes possibles, générer une politique qui compense les inégalités sociales. Même chose sur le plan international. Toute cette approche est totalement hexagonale. On s'est donné un objectif final de moins 40%, etc. Et on ne regarde pas ce que font les autres, on ne regarde pas les problèmes de compétitivité, on ne regarde pas le poids spécifique des efforts qui seraient effectués en France par rapport à ceux qui seraient effectués internationalement. Donc non, moi je ne suis pas sévère à l'égard des membres de la Convention. Je les crois animés d'une grande bonne volonté. Je crois qu'ils ont appris énormément de choses pendant l'exercice de la Convention, qui sont beaucoup plus savants que beaucoup d'autres, mais je pense que l'exercice est, dans son principe, faussé. Alors, d'une façon, je conclurai, parce que je pense que je suis déjà un peu long. Long, oui. Oui, je conclurai en disant que ce qui me paraît frappant de nos jours, c'est à quel point la technocratie est devenue le privilège du peuple. C'est absolument impressionnant de voir à quel point tout ce qu'on nous propose relève de l'approche la plus technocratique. Qu'est-ce que c'est que la technocratie? C'est la substitution des chiffres au sens. On nous propose des taux partout, dans tous les domaines, alors qu'on devrait se poser une question très simple. Comment très simple, pas du tout simple à résoudre, mais comment voulons-nous vivre dans 40 ans? Comment voulons-nous nous nourrir? Comment voulons-nous nous transporter? Comment voulons-nous nous loger? Comment voulons-nous voyager? Ça, c'est des problèmes. Il y a un problème de modèle. Le modèle est ignoré au profit du chemin et de sorte de taux stacanoviste. Deuxième défaut de la technocratie, on substitue les moyens au but. Chaque fois, on nous propose des modalités, des moyens. On ne nous dit jamais quel est le but final. On nous dit on va maintenant étendre aux restaurants d'entreprise qu'on fait dans les cantines publiques. Pourquoi? Comment? Où est-ce qu'on doit aller? On ne le sait pas. Également, grand défaut, le punitif préféré à l'incitatif, l'autoritaire au démocratique. C'est absolument tous les défauts de la technocratie sont maintenant diffusés, générés, repris par le suffrage universel. C'est assez fascinant de voir que on fait exactement le mouvement inverse. Au lieu de démocratiser la technocratie, on technocratise la démocratie. Marc-Olivier Panis. Notre discussion, en fait, oppose deux points de vue. Il y a un peu, effectivement, le point de vue de Jean-Louis qui conteste sur le principe même l'idée de réunir une telle convention citoyenne, et puis ce qu'ont dit un peu Richard et Béatrice, c'est-à-dire c'est un exercice intéressant mais inabouti dont on peut essayer de tirer quelques leçons, y compris en étant critique sur certains aspects. Je m'inscrirais plutôt dans cette perspective-là. Je crois que c'était une expérimentation dont il faut maintenant tirer des leçons et éventuellement corriger quelques travers. Alors, je ne partage pas les travers qui ont été identifiés, et j'en partage d'autres. Enfin, premièrement, je ne suis pas d'accord avec le terme de manipulation. C'est un grand sujet, c'est-à-dire quelle est l'expertise mise à disposition des citoyens, puisque la grande différence entre une convention participative et un sondage, c'est qu'un sondage, vous appelez des gens au téléphone, vous leur posez une question dont ils n'ont jamais entendu parler, vous leur demandez de répondre par noir ou blanc et vous cochez des chiffres. L'idée d'une convention citoyenne, c'est d'apporter de l'information à un certain nombre de personnes et de voir comment elles s'approprient cette information et comment elles résonnent une fois qu'elles ont intégré des éléments d'information fondamentale. Alors,
je ne défendrai pas, disons ici, la question de savoir si les experts ont été présentés correctement ou pas. Il y a un site internet de la Convention, tout le monde peut s'y référer et voir la liste des personnes qui ont été auditionnées. Moi, il me semble que ça a été relativement équilibré, mais évidemment, chaque partie se considèrent toujours insuffisamment écoutés. Et j'attire l'attention, tous nos éditeurs peuvent aller regarder ce site de la Convention, la liste des experts, mais aussi consulter la documentation qui a été rassemblée et constituée à cette occasion. Notamment, il y a un socle documentaire extrêmement intéressant parce que tout citoyen devrait en prendre connaissance. C'est un peu l'état des lieux, des connaissances que tout le monde devrait savoir sur la question du changement climatique. Alors, de ce point de vue-là, il y a eu un moment très intéressant dans cette convention. Finalement, le dernier jour, donc pas celle qui a eu lieu le mois dernier, où il s'agissait de faire un bilan de la reprise par le gouvernement des propositions des conventionnels, mais donc la précédente qui achevait un peu les travaux. Les citoyens tirés au sort devaient se prononcer sur une question. Est-ce que vous souhaitez que… Ils ont voté proposition par proposition, donc sur les 149, faut-il présenter vos propositions au Parlement ou par référendum directement au peuple français ? Et ça va permettre de répondre à la critique de Jean-Louis sur le contournement du pouvoir parlementaire, parce que des militants, et je rejoins la critique que Béatrice a faite un peu sur le rôle de Cyril Dion, qui était garant, mais finalement a pris une position très militante, espérait que les citoyens enverraient la quasi-totalité de leurs propositions en référendum. C'est-à-dire que les mouvements écologistes les plus militants espéraient que cette convention déboucherait sur un grand référendum, alors là, pour le coup, qui contournerait le pouvoir parlementaire. Et on voit ça très, très bien dans le documentaire qui a été diffusé sur Arte, qui a suivi les travaux de la Convention citoyenne. Et que s'est-il passé à ce moment-là ? Les citoyens ont voté contre l'idée du référendum, sauf sur un article qui est celui d'intégrer la défense de l'environnement dans l'article 1er de la Constitution, ça qui est une suggestion de Nicolas Hulot. D'ailleurs, c'était assez impressionnant de voir que, comme Nicolas Hulot a été auditionné par la Convention, ce qu'il disait était devenu vraiment le Talmud, la loi et les prophètes, et donc les conventionnels ont suivi là, très largement. Et donc, ils ont demandé à ce que ça se soit intégré au référendum et le président de la République l'a accepté. Mais pour tout le reste, les citoyens ont demandé que ça passe au Parlement avec cet argument qui était vraiment la phrase que disaient tous les conventionnels à ce moment-là. Maintenant, nous avons fait notre travail, c'est aux députés et aux sénateurs de prendre leurs responsabilités. Donc, on leur renvoie, on envoie aux représentants, c'est à eux de faire leur travail, et on verra bien. Donc, dans leur idée, il y avait bien, en fait, complémentarité de leur travail et du travail des représentants, et pas du tout substitution, rivalité ou contestation. Pas du tout. Et d'ailleurs, après, il y a eu des groupes de travail communs entre des citoyens et des députés. Bref, tout ça pour dire que, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je m'arrêterai là, que, en tout cas, dans l'esprit des citoyens et des personnes qui ont organisé cette convention, il n'y avait pas du tout de contournement du pouvoir parlementaire. D'ailleurs, aujourd'hui, le projet de loi, il est devant les députés, donc c'est à eux de faire leur travail. Mais il y a quand même une leçon à tirer sur ce vertige qui a saisi les citoyens à un certain moment, parce qu'ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envoyé les sujets au référendum ? Et là, ils ont beaucoup discuté entre eux, et c'était très intéressant, parce qu'ils ont été saisis de vertige. Ils se sont dit, nous, quand on a commencé, on ne maîtrisait pas bien ces sujets. On a eu une prise de conscience, et pour certains extrêmement violente, sur l'ampleur des défis qui nous attendent en termes de transition climatique, du défi environnemental. Nous avons bénéficié de l'expertise, des éclairages, de la documentation, de tout l'intérêt, des discussions que nous avons eues entre nous, etc. Et nous ne pensons pas que si on envoyait cette question au référendum, les gens auraient les éléments
dont nous avons bénéficié pour se prononcer de façon éclairée. Et donc, ce qui ressort de ça, c'est plutôt un scepticisme vis-à-vis du référendum qu'un scepticisme vis-à-vis du travail parlementaire. Richard Verly. Oui, je voudrais revenir sur deux points qui ont été soulevés lors de la conversation et notamment par Jean-Louis. Premièrement, est-ce que vraiment l'écho médiatique, politique de ce sujet climatique aurait été le même si une commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait été constituée? J'avoue que je n'en suis pas du tout sûr. Je pense que le fait que ce soit une convention citoyenne et que des citoyens tirés au sort et délibérés, ça a considérablement accru la couverture du sujet et je pense que ça va également considérablement augmenter la pression, l'intérêt lors des débats parlementaires. Donc, de ce point de vue-là, on peut quand même dire que cette convention citoyenne a été, au fond, un accélérateur démocratique sur un sujet précis qui est celui de la lutte contre le réchauffement. Deuxième élément, sur démocratie directe et complexité du débat. Alors là, on est loin de la convention citoyenne qui n'est pas du tout un exercice de démocratie directe. Je voudrais juste répondre sur ce sujet. Il est vrai, effectivement, qu'il y a des problèmes lorsque on soumet à référendum une question qui peut se trouver en contravention des engagements précédents d'un gouvernement. Mais dans le cas suisse, par exemple, cette votation qui restreignait la liberté de circulation européenne, elle a quand même eu une vertu sous-entendue démocratique, je ne me prononce pas sur le contenu, c'est qu'elle a obligé le gouvernement suisse à remettre ce sujet à l'agenda et à le remettre dans dans ses négociations avec l'Union européenne. Donc, ça a été d'autant plus compliqué et ça l'est aujourd'hui, mais après tout, c'est la volonté populaire et pour ma part, je trouve toujours important de l'écouter et de se souvenir de ce qu'à un moment donné, le peuple envisage. Jean-Luc Bourlange. Je crois que c'est vraiment pas du tout justifié cet argument sur l'appel médiatique, sur le tintamarre médiatique. On a aussi une adolescente nordique qui a fait beaucoup pour mettre tout ça au centre de la discussion. Ça ne signifie pas grand-chose. En réalité, l'enjeu climatique est un enjeu fondamental. Nous le ressentons tous. Ce n'est pas un problème de priorisation, comme on dit maintenant, dans l'opinion. Tout le monde sait que c'est le grand débat des 25 prochaines années. En revanche, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Marc-Olivier, c'est quand il dit que le Parlement est respecté dans cette affaire. Car qu'est-ce qui s'est passé? Soit on a un référendum. Je ne sais pas si la Convention le voulait. Enfin, ce que je sais, c'est que la Convention avait dit qu'il fallait tout prendre, que c'était un tout et qu'il fallait rien mettre en cause. Et quand le président a dit on va pas tout prendre, aussitôt tout le monde, la Convention s'est mise à protester. Donc on est bien dans un système de globalisation du débat et non pas de sa diversification. Deuxièmement, le texte qui nous est soumis, qui est un texte qui vient directement de la Convention, édulcoré par le gouvernement assurément, est un texte qui ne repose pas sur les bons principes, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des problèmes où on se pose le problème de la vie sociale, de la vie collective des Français. Quel mode de vie voulons-nous assumer? Comment voulons-nous vivre? Comment voulons-nous travailler? Comment voulons-nous nous transporter? On dit des choses dans tous les domaines. On dit ce qu'on ne peut pas faire, on dit certaines choses que l'on va faire, mais on ne se représente pas ce qui est le grand problème de notre société. Comment la société française va-t-elle s'équilibrer dans les 25 années prochaines? C'est ça le débat politique. Et la Convention ne pouvait pas le prendre en compte. Vous l'avez dit tout à l'heure, Marc-Olivier Padis. Et sans pouvoir rentrer complètement dans le débat, je soulignerai quand même effectivement des difficultés de cet exercice de la Convention. D'abord, un périmètre qui était beaucoup trop large, puisqu'il a fallu le découper en plusieurs sous-chapitres, comme vous l'avez rappelé, se loger, se déplacer, se nourrir, etc. Ensuite, il y a une question du commanditaire, c'est-à-dire que pour que les citoyens prennent au sérieux le rôle qui lui ont été confiés, il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils vont être écoutés et donc que le commanditaire qui a passé la commande va prendre au sérieux leur travail. Et ici, le commanditaire était de haut niveau puisque c'était le président de la République, mais du coup, ça a aussi
poussait à personnaliser la question, comme toujours dans la politique française, et donc c'est devenu aussi un peu une opération pro-Macron, anti-Macron. Comment va-t-il faire? Que fait le président? Que veut-il? Que pense-t-il? Et ça, il faudrait pouvoir neutraliser ça. Et puis l'erreur, comme l'a dit Béatrice, là j'étais d'accord avec elle, c'est que Emmanuel Macron a dit qu'il prendrait les mesures sans filtre, et du coup les citoyens ont compris que tout ce qu'il dirait serait repris intégralement, c'est-à-dire que ce sans filtre, c'était une métaphore un peu difficile à comprendre et qu'ils ont compris dans un sens maximaliste. Et de ce point de vue-là, Jean-Louis a raison, c'est-à-dire que effectivement, les conventionnels ont un peu sacralisé leur propre travail. Ils se sont dit maintenant c'est tout ou rien, il faut tout accepter, alors que la démocratie, effectivement, c'est de faire la part des choses, de voir ce qui est possible. Et donc là, c'est aussi une difficulté de la mise en place de ce projet, mais dont il faut justement tenir compte, mais je ne pense pas que ça déconsidère dans l'ensemble la démarche elle-même. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui qui concerne la politique internationale et plus particulièrement l'émergence d'une nouvelle politique américaine au Moyen-Orient. Pour résumer, la relation des États-Unis avec l'Arabie saoudite se modifie à travers diverses manifestations. Le président Biden dialoguera avec le roi Salman et non pas avec le prince héritier Mohammed, qui est compromis très fortement dans l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien. Les rebelles yéménites ne sont plus sur la liste des organisations terroristes où l'avait placé Donald Trump, et la campagne militaire saoudienne au Yémen n'est plus soutenue par les États-Unis. Avec l'Iran, les États-Unis se disent prêts à entamer des discussions informelles en liaison avec l'Union européenne. Les restrictions au déplacement à New York des diplomates iraniens auprès de l'ONU, imposées par Donald Trump, ont été levées par Joe Biden. Au sujet du conflit israélo-palestinien, si l'ambassade américaine reste à Jérusalem, la réouverture du bureau de l'OLP à Washington et celle d'un consulat américain à Jérusalem-Est laissent présager une différence d'attitude vis-à-vis des Palestiniens. En Syrie, l'administration Biden cherche à promouvoir un règlement politique multilatéral pour mettre un terme à une guerre qui entre dans sa 10e année. À propos de la Turquie, le président Biden a dénoncé la politique répressive de Recep Tayyip Erdogan, tandis que son administration a laissé entendre à plusieurs reprises que la possession par Ankara du système de défense antiaérienne russe était incompatible avec son rôle de membre de l'OTAN. En Afghanistan, l'administration américaine ne s'est pas encore prononcée sur un possible maintien de ses troupes. Joe Biden doit décider s'il souhaite continuer sur le chemin d'un accord signé par l'équipe de Trump avec les talibans en 2020, après 20 ans de guerre. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Bien, vous venez de faire l'inventaire, Philippe, de tous les changements ou tous les signes de changement que le président Biden a montré par rapport à la politique de Trump. Ceci étant, il faut bien voir que la marge de manœuvre du président des États-Unis est quand même étroite. Pourquoi est-elle étroite? Parce qu'en fait, il ne peut pas lâcher ses alliés, dont l'Arabie saoudite reste un des alliés importants au Moyen-Orient pour les États-Unis. D'ailleurs, si effectivement il a reconnu la responsabilité de Mohammed Ben Salman sur l'assassinat atroce de Khashoggi, néanmoins, il n'y a aucune sanction. Et d'une certaine façon, peu probable qu'on aille beaucoup plus loin. Pourquoi on n'ira pas beaucoup plus loin? Parce que si jamais les États-Unis lâchaient un peu plus MBS, comme on l'appelle, il est très probable que l'Arabie saoudite se tournerait vers la Chine, qui a grand besoin du pétrole, des hydrocarbures du Golfe Persique, et qui est déjà un des clients importants de l'Arabie saoudite. Donc, le chemin, il est quand même très, très étroit. La deuxième question qui se pose et qui montre que le chemin est étroit et qu'on ne verra pas les choses bouger tant que ça. C'est vrai que Biden veut une ouverture dans la négociation et revenir à la table des négociations avec l'Iran sur l'accord nucléaire. S'ajoute à cela une question très importante, c'est-à-dire toute la force des missiles que construit désormais l'Iran et qui menace
directement l'Arabie saoudite. Souvenez-vous qu'en 2019, il y a bien eu une attaque des champs pétroliers saoudiens et que les Saoudiens sont extrêmement inquiets de cette puissance iranienne. Or, les Iraniens, il est hors de question pour eux qu'ils puissent renoncer à cette autonomie balistique qu'ils ont acquise. Bien. Or, face à cela, il y a la question d'Israël. Alors, Israël a passé les fameux accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis, avec Bahreïn, et de bonnes relations, même si elles sont tout à fait officieuses avec l'Arabie saoudite, parce que l'ennemi premier, c'est l'Iran. Bien évidemment, Israël sera toujours soutenu par les États-Unis. On a laissé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, même si on réinstalle un consulat à Jérusalem-Est. Donc, de toute façon, on ne verra pas, je crois, des changements absolument radicaux. La première préoccupation, en plus des États-Unis en ce moment, ça reste bien évidemment la Chine et éviter que la Chine prenne trop place dans cette zone du Moyen-Orient. Or, je reviens à l'Iran. L'Iran entretient de très bonnes relations avec la Chine. Et la Chine a passé des accords qui pourraient se concrétiser d'aide, de soutien, qui soit technologique, financier, avec l'Iran, ce qui serait pour les États-Unis une réelle catastrophe. Donc, une situation qui est très délicate pour lui. C'est vrai qu'il y a des signes qui sont tout à fait encourageants. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même attitude qu'avec Trump. Néanmoins, je pense qu'on ne faut pas attendre des bouleversements plus que les signes que nous avons déjà. Dernier point, celui sur la Turquie. Oui, il y a une dénonciation de la politique d'Erdogan vis-à-vis de sa jeunesse et dans son non-respect de la démocratie et des libertés, incontestablement. Oui, il y a une contestation sur le fait qu'ils aient acheté du matériel russe alors qu'ils appartiennent à l'OTAN, mais pourront-ils aller beaucoup plus loin? Très sincèrement, je ne le pense pas. Il ne faut pas oublier qu'Erdogan est quand même très proche de l'Iran et très proche aussi du Qatar, hein, l'association, on va dire, qu'on appelle les fréristes, disons les frères musulmans ou un islamisme un peu radical. Et la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne me donne pas à penser que les États-Unis et Biden, quelle que soit sa bonne volonté, puissent faire bouger les choses beaucoup plus qu'il ne l'a déjà fait jusqu'ici. Marc-Olivier Padis. Oui, Béatrice a vraiment bien montré les facteurs de continuité très importants. Les États-Unis ne peuvent pas abandonner un allié. Les États-Unis ont des bases militaires stratégiques en Arabie saoudite. Les rapports de force locaux sont ce qu'ils sont avec l'Iran, avec Israël, etc. Donc, il y a des grands facteurs de continuité. En même temps, j'ai l'impression que tous ces problèmes s'intègre dans un cadre général qui, lui, a un tout petit peu bougé pour différentes raisons. Enfin, ils ont bougé, en fait, pour une raison essentielle, c'est le fait que pour l'équipe de Biden, la priorité stratégique, c'est la rivalité avec la Chine. C'est à partir de cela qu'ils appréhendent maintenant la situation de la région. Et donc, Béatrice a tout à fait raison de dire que dans les deux cas, Iran, Arabie saoudite, une abstention américaine ou une critique américaine plus forte en ce qui concerne l'Arabie saoudite pourrait pousser ces pays à se tourner vers la Chine. Donc, il y a une alternative pour ces pays par rapport à la situation avec les États-Unis. Et ça change énormément de choses. J'ai regardé cette semaine le premier discours officiel du nouveau secrétaire d'État américain donc aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, dans lequel il définissait ses grandes perspectives. Et il n'a parlé du Yémen, qui est donc le grand conflit dans lequel se trouve pris l'Arabie saoudite et qui est une catastrophe à tout point de vue. Il n'a parlé du Yémen que dans un sous-chapitre qui concernait la Chine. Donc,
on voit bien comment les choses sont cadrées. C'est d'abord la Chine la préoccupation. L'autre chose qui est très frappante, c'est qu'on a affaire à une équipe américaine extrêmement rodée, extrêmement compétente, extrêmement expérimentée. Tous les experts qui sont envoyés, celui sur l'Iran, celui sur l'Arabie saoudite, sont des gens qui connaissent parfaitement les dossiers, donc c'est très impressionnant. Ça donne une impression de continuité avec Obama, puisqu'ils étaient tous déjà à Washington sous Obama, mais en réalité, il y a quand même des subtiles discontinuités, et notamment, je vois des discontinuités sur 2 points. D'abord, la volonté très forte de faire le lien entre situation politique intérieure et action extérieure. Anthony Blinken mettait beaucoup l'accent dans son discours là-dessus, sur le fait que pour lutter contre le Covid, le changement climatique, pour rétablir l'économie, eh bien, c'était les mêmes problématiques qu'on rencontrait en politique intérieure et extérieure. Et ça, un héritage des années Trump, puisque il y a la volonté, visiblement, de la part de Biden, de réhabiliter une action extérieure à partir de l'idée que ça va être utile pour le citoyen américain. Et donc, l'autre chose, c'est le fait de désigner vraiment clairement la Chine comme un rival stratégique, et ça, c'était quand même Trump qui l'avait fait à partir des sanctions commerciales, etc. Et donc là, il y a quelque chose qui est repris par les démocrates, par-delà la contestation de la gestion chaotique des relations internationales pendant l'ère Trump. Richard Verly. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une révolution de pouvoir en cours à Washington. Et moi, j'analyserai aussi les propositions diplomatiques de l'administration Biden dans ce contexte. Pourquoi? Parce qu'au fond, ces 4 dernières années, lors de la présidence de Donald Trump, on avait vraiment l'impression que la politique étrangère américaine dans cette région du monde, le Moyen-Orient, était dictée par ce qu'on pourrait appeler le lobby israélien, et en particulier le lobby de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre de l'État hébreu. C'était très très fort, ça a conduit à certaines décisions dont il faut se féliciter, l'implication des États-Unis dans l'accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis, le fait d'ailleurs maintenant que beaucoup d'Israéliens prennent le chemin des Émirats arabes unis, ça c'est intéressant, mais il y avait une collusion avérée entre la Maison-Blanche d'une part et le gouvernement Netanyahou. Je pense que l'administration Biden a vraiment le souci d'en finir avec cette impression, d'en finir avec cet axe-là, ce qui n'empêche pas qu'évidemment, Israël reste un allié indéfectible des États-Unis et vice-versa. Le deuxième élément que je vois dans cette problématique Biden pour le Moyen-Orient, c'est le message adressé clairement à l'Arabie saoudite. Et là, je différerai un petit peu de Béatrice. Évidemment, l'Arabie saoudite est un allié obligé des États-Unis et il est hors de question pour les États-Unis de lâcher l'Arabie saoudite ou de provoquer son éloignement. Mais par contre, il y a un sérieux avertissement à la maison royale saoudienne. Et ça, il ne faut pas en négliger l'importance à l'heure où il y a des batailles politiques de taille dans le royaume et à l'heure où MBS est quand même très contesté. La volonté de changer d'interlocuteur, parce que c'est bien cela qu'a dit l'administration Biden, notre interlocuteur, c'est le roi d'Arabie saoudite et ce n'est pas le prince héritier, c'est tout de même très important parce que ça remet en cause toute une posture actuelle de l'administration saoudienne. Enfin, je pense, autre élément d'appréciation pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est la volonté de trouver, de renouveler le dialogue multilatéral sur un certain nombre de sujets, et en tout cas sur l'Iran, la volonté de ne pas mettre l'Iran le dos au mur. Et ça, tout le monde l'appelait de ses voeux, notamment en Europe. Donc de ce point de vue-là, Biden a une politique qui convient à l'Union européenne. Il s'agit de retrouver un terrain possible pour la diplomatie sur le terrain iranien pour éviter l'escalade et donc éviter la possibilité d'un conflit dont on connaît l'importance et les conséquences. Donc voilà, je crois qu'il y a chez Joseph Biden et dans son administration la volonté de marquer de manière extrêmement marquante la différence avec Trump. Ce n'est plus une administration volatile, c'est une administration pragmatique, raisonnable et qui confie son destin aux diplomates. Jean-Louis Bourlanges.
Oui, ben, je crois que le tableau qui est dressé par chacun d'entre nous est à la fois extrêmement inquiétant et extrêmement juste. Il me semble que quand on regarde les dossiers qui sont sur la table de Joe Biden, il n'y en a pas un qui se présente de façon satisfaisante. En Arabie, l'idée est évidemment de condamner à la fois la guerre au Yémen. L'administration américaine est très décidée à cela. Ça veut dire concrètement donner un avantage aux chiites. C'est de condamner pour les manquements à des droits fondamentaux après l'assassinat barbare du journaliste Khashoggi en Turquie, de condamner le prince héritier. En même temps, il faut bien voir que le prince héritier est celui qui, même s'il a des pratiques politiques absolument barbares, est celui qui incarne un certain espoir de normalisation sociale, culturelle de l'Arabie saoudite par rapport à l'obscurantisme wahhabite. Deuxièmement, on ne peut pas aller très loin dans ce domaine. Ils n'ont pas publié le rapport, ils ont indiqué les conclusions du rapport de la CIA, mais ils ne peuvent pas se permettre de faire ça car l'abandon, la rupture avec l'Arabie saoudite conduirait l'Arabie saoudite à se rapprocher du Pakistan et de la Chine et mettrait en cause l'objectif fondamental de M. Biden. Sur l'Afghanistan, c'est épouvantable. La situation est ingérable. Tous les observateurs disent que du jour où l'armée américaine quitte où on a un accord de paix, la République de Kaboul ne tient pas un instant, tient 3 mois, 4 mois au plus face à la pression des talibans. Ça, c'est quand même quelque chose de terrible. Le maintien des troupes américaines ne sert à rien, mais le retrait des troupes américaines serait catastrophique. Comment va réagir Biden? On sait qu'il était très hostile du temps qu'il était vice-président à cette présence américaine en Afghanistan. On a bien vu là vraiment l'épuisement, l'inutilité de la guerre. On a fait une guerre pendant 20 ans, on a perdu des dizaines de milliers d'hommes, etc. Et on a un résultat absolument catastrophique. Et là, la situation est extrêmement, extrêmement difficile. Sur la Turquie, même chose. Manifestement, il s'agace de l'attitude d'Erdogan. En même temps, plus on rompt avec lui, alors Erdogan se rapproche de l'Europe et c'était extrêmement, extrêmement formel, pas très substantiel, et en réalité, il est attiré vers la Russie ou d'autres. Donc et quant à l'Iran, c'est une situation qui a été rendue. La Syrie, d'abord. La Syrie, personne n'a compris ce qu'a voulu faire Trump, pas plus qu'en Afghanistan, parce que si on en est là en Afghanistan, c'est que les accords de Doha ont été négociés dans des conditions épouvantables pour les Américains. En fait, le résultat de tout ça, c'est partez et on verra après. C'est ça que disent les talibans et ils sont fondés à le dire sur la base des accords de Doha. Sur la Syrie, l'Amérique est sortie de l'affaire. Et sur l'Iran, où en est-on? C'est une situation extraordinairement difficile parce que la politique de Trump a aggravé très sensiblement la situation, a rapproché les Iraniens de l'accession à l'arme nucléaire. L'accession à l'arme nucléaire, ce serait quelque chose d'épouvantable. Ça entraîne effectivement immédiatement un accord entre les Saoudiens et les Pakistanais pour que l'Arabie saoudite acquiert l'arme nucléaire. On aurait donc un Moyen-Orient, cette poudrière, très profondément nucléarisée avec l'Iran, le Pakistan, l'Arabie saoudite et évidemment Israël qui détiennent l'arme atomique. Ça serait quelque chose de tout à fait catastrophique. Mais beaucoup de temps a été perdu et là, il faut effectivement, la France peut jouer un rôle. Je suis convaincu, je ne sais pas si c'est un rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran, mais on peut jouer un rôle accélérateur, mais ça veut dire que les Américains doivent faire de grands efforts vis-à-vis de nous, sortir peut-être des menaces permanentes de sanctions extraterritoriales qui est la leur et se rapprocher, mais c'est très, très délicat. Alors, au bout du compte, derrière tout cela, Monsieur Biden, qu'est-ce qu'il a comme arme? S'il a la démocratie, ça ne colle pas.
parce que dès ses alliés ne sont pas vraiment des démocrates, demander la démocratie au prince héritier saoudien, c'est un peu absurde. Demander la démocratie au maréchal Sissi, c'est un peu absurde. Donc, on ne sait pas très bien où on en est de ce côté-là. Et sinon, il a donc très peu d'armes. D'autant plus que, et c'est là-dessus que je terminerai, la configuration, ce que montre très bien Keppel dans son dernier livre, ça a été évoqué par Béatrice, la configuration actuelle, c'est non seulement la présence chiite dans pas mal de capitales, alors que les chiites sont minoritaires dans l'islam, mais surtout la division du camp sunnite avec une sorte de constellation qui s'organise, que Keppel qualifie d'alliance frérot-chiite, les frères musulmans sunnites et les chiites, qui mettent les autres en situation de très grande difficulté, de très grande minorité. Donc Merci. on a une situation nous allons développer inextricable. tout ça dans la partie de conversation avec nos auditeurs. L'heure a largement sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en recommandant le roman de Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre, publié chez Gallimard. C'est un roman sur la colère, sur la frustration, sur l'incompréhension, sur comment les événements s'enchaînent sans que nous sachions les interpréter. C'est un roman sur la colère anglaise, sur l'incompréhension anglaise, sur comment les événements anglais s'enchaînent sans que les Anglais sachent comment les interpréter. C'est un roman sur les 1001 petits faits qui un jour deviennent le Brexit. Béatrice Gibelin. Alors, c'est demain la journée internationale de la femme, donc étant la seule femme aujourd'hui, je me dois de vous signaler un documentaire qui est passé cette semaine sur France 5 qui s'appelle Femmes du Nord, quand la vie est un combat, d'Olivier Delacroix et de Katia Maxime. C'est 4 femmes qui ont connu une très très grave précarité, soit par séparation et divorce, soit par licenciement, soit des enfances malmenées et qui mettent des vies d'adultes en grande fragilité. Et comment ces femmes décident, après avoir sombré, reprendre la lutte grâce aux entraides, qu'elles soient familiales, d'associations, mais aussi des structures évidemment de l'État. Et ce qui revient constamment, c'est la dignité qu'elles retrouvent par le travail. Il y en a l'une d'entre elles qui dit, bien sûr, je ne gagne que 1 200 € et j'aurai l'équivalent avec les aides sociales, mais les 1 200 €, je les gagne et c'est moi qui nourris seul mes enfants et c'est ce qui me rend digne. Voilà, si vous avez le temps, regardez-le. Je conteste, Béatrice, que seules les femmes puissent signaler les documentaires intéressants sur les femmes, mais même qu'on peut traduire un écrivain noir sans être noir, mais Marc-Olivier Padis. Alors, je voudrais vous proposer, pour vous changer les idées, d'aller à Rome au 1er siècle, sous le règne de l'Empire Domitien, dans la maison d'un sénateur romain connu sous le nom de Tacite. Pour ceux qui ont encore des souvenirs de version latine, Tacite est l'auteur de la vie d'Agricola, qui était son beau-père. Et ce roman met justement en scène Tacite et sa femme, Lucrétia, qui va défendre sa cause auprès de l'empereur Domitien, qui est un peu colérique et qui ne porte pas Tacite dans son cœur. Et donc, c'est l'occasion d'écrire la vie quotidienne à Rome dans le 1er siècle, dans un milieu très littéraire, mais aussi le milieu des sénateurs romains qui gardent une nostalgie de la République. Et c'est un très beau roman donc d'Eddie Cadour qui s'appelle La Nuit des orateurs, qui vient de paraître chez Gallimard. Eddie Cadour nous donne des romans tous les 5 ans, après Waltenberg et Les Prépondérants. Et là, il réveille nos souvenirs de littérature latine et c'est vraiment une belle aventure. Richard Ferly. Il arrive que des livres mettent la lumière sur des personnages décisifs, mais oubliés ou peu connus de la grande histoire. Et c'est le cas de La Liste de Kersten que je viens de découvrir. C'est le titre d'un ouvrage consacré par François Kersaudy au médecin masseur de Heinrich Himmler, le chef des SS, qui a sauvé une quantité considérable de personnes des griffes
du régime nazi et environ 60 000 juifs. C'est un autre Oskar Schindler. Joseph Kessel lui avait consacré un livre assez romancé, Les mains du miracle. Kersaudy, lui, il est dans la biographie, il est dans l'enquête, autant sur Kersten, ce médecin masseur d'origine scandinave, que sur Himmler lui-même. Et c'est absolument passionnant. C'est la liste de Kersten de François Kersaudy aux éditions Fayard. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais signaler le livre d'un de mes collègues au Parlement, qui est François Cornu-Gentil, qui est député de la Haute-Marne, pardon, député de la Haute-Marne, député de Colombey-les-Deux-Églises, donc, et qui, ce livre m'intéresse parce que il vit quelque chose, je le connais bien, c'est un ami, et nous vivons exactement, lui au LR, moi dans la majorité, nous vivons exactement le même problème qu'il qualifie très très justement de mystérieuse disparition de la force de gouverner. Je crois que c'est, alors il avait déjà écrit un livre appelant les gens à gouverner, et je pense qu'il ressent les choses exactement comme moi, c'est-à-dire l'idée que, comme dirait le cardinal de Bernis, nous sommes les législateurs des limbes. Nous avons le sentiment que face à des problèmes qui sont extrêmement durs, qui affectent l'ensemble de la société très durement et qui rendent très très difficiles des solutions, nous faisons des lois qui sont bien intentionnées, dont certaines dispositions, la loi dont nous venons de parler en est un exemple, dont certaines dispositions sont très heureuses, mais qui globalement n'étreignent pas la matière et ne répondent pas aux besoins fondamentaux du pays. Alors, moi, je partage son diagnostic, je partage son sentiment. Là où je me distingue de lui, c'est que, comme toujours, les députés veulent toujours trouver des solutions. Moi, je n'ai pas beaucoup de solutions à proposer. Et lui croit que la solution viendra si on crée une assemblée qui serait exclusivement chargée d'une fonction de diagnostic, à charge pour son livre s'appelle « Savoir pour pouvoir », à charge pour le Parlement et l'exécutif de définir les solutions. Moi, je crois que le problème est beaucoup plus profond qu'un problème de diagnostic. C'est un problème de fragmentation de la société, de crise qu'on appelle un peu sommairement le vivre ensemble, notre incapacité à penser notre avenir collectif, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Je pense, hélas, que le mal est plus profond que ce que décrit François Cornu-Gentil, mais malgré tout, son livre met le doigt sur quelque chose d'essentiel je dirais, le malaise des parlementaires est à l'égal de celui de l'opinion. Merci. Pendant que nos auditeurs envoient leurs questions auxquelles nous allons maintenant consacrer notre prochaine séance, je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille sur notre site, Olivier Magloire, qui veille, lui, sur les plateformes et les flux de financement, et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, qui produisent cette émission. Nous allons marquer 10 secondes d'interruption, peut-être même 15, puis nous allons passer à la deuxième partie de ce rendez-vous, celle des questions de nos auditeurs.